J'étais assise dans mon bureau à domicile quand la notification a retenti sur mon téléphone. C'était la discussion de groupe familial. Le message de Camille est apparu, accompagné de 3 émojis de fête. Elle annonçait qu'elle allait enfin acheter la villa du Cap Ferret aux enchères judiciaires. La banque l'avait mise à prix pour 400 000 €, alors qu'elle en valait au moins 2,8 millions. Elle prévoyait de la faire expertiser la semaine suivante, hésitant entre la revendre pour faire une plus-value ou la garder comme maison de vacances pour la famille. La réponse de mon père, Jean-Pierre, est arrivée en moins de 90 secondes. Il venait de lui virer 200 000 € en précisant que lui et ma mère, Françoise, en étaient. Ma mère a ajouté qu'il était grand temps que cet endroit soit enfin utilisé à bon escient. Mon frère Théo a alors demandé s'il pouvait participer avec ses 50 000 € d'économie, mais Camille a tranché, seulement la famille proche, et l'apport était déjà prêt pour l'audience du jeudi. Je fixais mon écran, incrédule. Cette villa, c'était la mienne. Celle que j'avais achetée en 2019. Celle pour laquelle je payais scrupuleusement mon crédit immobilier depuis 6 ans. Elle n'était pas et n'avait jamais été en saisie. Je n'ai pas répondu sur le groupe. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire. Mon compte de prêt affichait un solde de 0 €. J'avais effectué le dernier versement 3 semaines plus tôt, un remboursement anticipé de 1,2 million d'euros. La maison m'appartenait désormais totalement, sans aucune dette. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message privé de Camille. Elle me disait de ne pas m'inquiéter pour la maison, qu'elle savait que j'étais en galère, et que, de cette façon, la villa resterait dans la famille. Elle ajoutait même que je pourrais venir en visite de temps en temps si je le demandais gentiment. Ce mot, en galère, c'était celui qu'ils utilisaient depuis 6 ans pour décrire ma vie. C'était le mot qui leur permettait de dormir tranquille tout en balayant d'un revers de main chaque succès que j'avais remporté. Pendant 6 ans, ma famille avait raconté ma vie comme une tragédie. La villa était mon erreur impulsive, le prêt était mon boulet financier, et ma carrière de consultante en conservation marine était ma crise de la quarantaine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mes missions de conseil me rapportaient 240 000 € par an. La villa était mon bureau, ma station de recherche et mon foyer. Mon crédit était tout à fait gérable et mon remboursement anticipé était un choix stratégique. Je me suis assise à mon bureau et j'ai créé un document, pas pour eux, mais pour moi. Je l'ai intitulé « Le registre fantôme ». Des années de silence. Un prix régional de conservation en 2021, la famille ne l'a jamais mentionné. Coût, une validation irrémédiablement perdue. Un article de fond dans National Geographic en 2022, ma mère a juste dit « c'est bien », avant de bifurquer sur la nouvelle voiture de Camille en moins de 40 secondes. Coût, la fierté pour mon travail, jamais reconnue. Le remboursement de 1,2 million d'euros en 2024, je ne leur ai rien dit car chaque succès financier était systématiquement requalifié de chance ou d'irresponsabilité. Coût, le partage d'une joie définitivement envolée. Ma publication de recherche sur les écosystèmes côtiers en 2023, fruit de 12 mois de travail, mon père m'a demandé si c'était payé, et quand j'ai dit non, il a décrété que c'était une perte de temps. Coût, un accomplissement intellectuel méprisé. Le vol de mon temps lors de chaque dîner de famille, des questions incessantes sur le moment où je trouverais un « vrai travail », alors que le poste de guichetière de Camille était qualifié de carrière stable. Coût, 4 heures par mois multipliées par 72 mois, soit 288 heures de dignité piétinée. 3 réveillons de Noël passés à expliquer mon travail pour n'entendre qu'un « ça a l'air compliqué », avant qu'on change de sujet. Coût, un respect professionnel jamais accordé. À Noël 2022, j'avais montré des photos de mon bateau de recherche, Camille avait montré des photos de sa Peugeot 3008. La sienne a fait l'objet de 40 minutes de discussion. La mienne a reçu un simple « c'est peu pratique ». Coût, l'égalité de traitement et l'érosion de la confiance. Camille s'était acheté une voiture à 40 000 €, ce qui avait donné lieu à 2 heures de célébration où mon père l'avait qualifié de génie de la finance. J'avais acheté mon bateau pour 85 000 €, et on m'avait traité de dépensière et d'exhibitionniste. Coût, l'estime de soi. Ma sœur a été promue conseillère senior, gâteau et champagne.
J'ai décroché un contrat de consulting de 3 ans pour 720 000 € et je l'ai annoncé au dîner. Maman m'a dit de faire attention au contrat et il n'y a eu aucune fête. Coût, la fierté familiale. Une comptabilité émotionnelle. Des années d'appels qui tombaient sur messagerie quand j'appelais, mais des réponses immédiates quand c'était Camille. Coût, une priorité jamais reçue. Mon anniversaire oublié 3 fois en 6 ans, celui de Camille jamais. Coût, le sentiment de compter autant qu'une autre. Le tableau s'est allongé jusqu'à 52 lignes. Chaque célébration refusée, chaque réussite diminuée, chaque succès réécrit en échec. J'ai repensé au concept psychologique de « l'asymétrie des coûts irrécupérables » appris en thérapie. J'avais continué à investir dans mes relations familiales, convaincu qu'un jour, je décrocherais le gros lot de l'acceptation. Mais les machines à sous ne paient pas parce qu'on les a nourries longtemps, elles paient au hasard ou jamais. C'était mon moment de bascule. Pas quand j'ai acheté la villa, pas quand j'ai changé de carrière, mais ce moment précis, debout dans ma cuisine, sentant l'air marin entrer par la fenêtre, en regardant une discussion familiale où ils célébraient le vol de ma propre maison. Quelque chose s'est cristallisé. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang, c'est ceux qui répondent présents quand le sang ne suffit plus. Et eux n'avaient jamais été là. Le jeudi matin à 9h47, Camille a posté sur le groupe « Aux enchères maintenant, la maison est à moi dans 20 minutes ». Je sens déjà le goût des margaritas sur la terrasse. J'étais en réunion avec un client pour un projet de restauration côtière de 180 000 € quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai laissé passer. Deuxième appel, même numéro. Troisième appel. Je me suis excusée et j'ai décroché. Léa Morel à l'appareil. Bonjour, ici Robert Laurent, vice-président à la Banque fédérale côtière. Je m'excuse pour l'urgence, mais nous avons une situation délicate. Une femme nommée Camille Morel vient de contacter notre département des saisies, prétendant vous représenter pour l'achat d'une propriété au 847 avenue de l'Océan. Votre propriété. Ces mots sonnaient comme une évidence. Cette propriété n'est pas en saisie, ai-je dit calmement. Exactement. Vous avez soldé votre prêt il y a 3 semaines, un règlement anticipé de 1,2 million d'euros. C'est l'une de nos transactions les plus fluides de l'année. Mais mademoiselle Camille Morel est actuellement au tribunal avec un chèque de banque de 400 000 €, affirmant qu'elle l'achète aux enchères. Elle a fourni des documents prouvant qu'elle est votre sœur. C'est bien ma sœur. Mais elle ne me représente pas. Elle n'a pas ma permission et je n'ai autorisé aucune vente. Un silence s'est installé au bout du fil. Puis, Monsieur Laurent a demandé directement, « Mademoiselle Morel, dois-je comprendre que votre sœur tente d'acquérir frauduleusement votre propriété ?» La question est restée suspendue. C'était l'instant de vérité, la ligne de démarcation entre la loyauté familiale et la réalité juridique. Oui, ai-je répondu, c'est exactement ce qu'elle tente de faire. Très bien, je mets notre service juridique en conférence. Veuillez rester en ligne. L'enquête a avancé avec la précision méthodique d'une machine institutionnelle. Étape 1, vérification des documents, 47 minutes. La banque a ressorti tous les dossiers. Les documents d'origine du prêt de 2019, tous signés par moi. L'historique des paiements sur 72 mois consécutifs, sans aucun retard. L'autorisation de remboursement anticipé avec ma signature et mon code de vérification. Le titre de propriété actuel au nom de Léa Morel, unique propriétaire, sans aucune hypothèque. La demande de Camille, elle, n'avait aucun fondement, si ce n'est un faux avis de saisie qu'elle avait créé à partir d'un modèle téléchargé sur un site de formulaire juridique. Étape 2, alerte à la fraude, 12 minutes. La banque a contacté le tribunal. L'enchère a été stoppée net. Le chèque de banque de Camille a été gelé. Toutes les parties ont été notifiées. Aucune vente, aucun transfert. Enquête en cours. Étape 3, notification à la famille, 22 minutes. Robert Laurent a appelé Camille directement et j'ai demandé à être en haut-parleur. Mademoiselle Camille Morel, ici Robert Laurent de la Banque fédérale côtière.
La propriété du 847 avenue de l'Océan n'est pas en saisie. Elle appartient intégralement à mademoiselle Léa Morel. Votre tentative d'achat constitue une tentative d'escroquerie. La loi nous oblige à signaler ces faits aux autorités. Sa voix est revenue, tremblante, mais j'ai vu l'annonce de saisie en ligne, il n'y a aucune annonce. La propriété n'est pas à vendre. Avez-vous créé de faux documents? Silence. Puis, je dois appeler mon avocat. Ce serait prudent. Sachez également que nous avons gelé le chèque de 400 000 € pour la durée de l'enquête. Les 200 000 € de votre père sont inclus dans ce gel. L'appel a pris fin. Le groupe familial a explosé 30 secondes plus tard. Camille, Léa, tu as dit à la banque que j'essayais de voler ta maison? Papa, qu'est-ce qui se passe? La banque a bloqué mes 200 000 €. Théo, attendez, la maison n'est pas en saisie? Maman, Léa, appelle Camille tout de suite et arrange ça. Camille, la maison était abandonnée. Tu n'y vas jamais. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier nommé « Preuve ». Puis j'ai tapé une seule réponse, j'y vis. C'est mon bureau. J'ai remboursé mon prêt de 1,2 million il y a 3 semaines. La maison est à moi, sans aucune dette. Camille a tenté d'acheter ma propriété par fraude. La banque enquête. Je n'ai rien autorisé de tout cela. J'ai quitté la discussion de groupe. Mon téléphone a sonné immédiatement. Mon père. Je n'ai pas répondu. 6 appels de suite. J'ai éteint mon téléphone. Étape 4, ouverture de l'enquête criminelle, 2 semaines. La brigade financière a pris l'affaire en main. La commissaire Valérie Morin a examiné les preuves, le faux avis de Camille, son chèque, le virement de mon père, les messages du groupe. C'est sans appel, m'a-t-elle dit au téléphone. Elle a créé de faux documents pour acheter un bien qu'elle savait ne pas lui appartenir. L'implication de votre père complique les choses, il a apporté un soutien financier matériel à la fraude. Techniquement, il est complice. Y aura-t-il des poursuites? Le procureur examine le dossier. Au minimum, votre sœur sera poursuivie pour tentative d'escroquerie immobilière et faux en écriture. Votre père pourrait être poursuivi comme complice si nous prouvons qu'il savait que la maison n'était pas en saisie. Le groupe de discussion montre qu'il a viré l'argent en 90 secondes. Aucune vérification, juste un soutien financier immédiat. Ça aide notre dossier. Étape 5, collecte de preuves, 3 semaines. L'équipe informatique de la banque a obtenu l'historique de navigation de Camille avec un mandat. Ces recherches racontaient toute l'histoire. Comment acheter une maison saisie aux enchères? Est-ce que la famille peut racheter un bien saisi? Modèle d'avis de saisie à télécharger. Que faire si le propriétaire conteste la vente aux enchères? Peine pour achat immobilier frauduleux en France. La dernière recherche datait de 2 jours avant l'enchère. Risque-t-on la prison pour de faux documents de saisie? Elle savait. Elle avait cherché. Elle avait foncé quand même. Étape 6. Recouvrement des avoirs. Pendant des semaines, les 400 000 € gelés sont restés un nœud juridique. Les 200 000 € de Camille venaient de ses économies et d'un prêt personnel, les 200 000 € de papa venaient de son assurance vie de retraite. Camille a engagé un avocat. Sa défense? Elle croyait sincèrement que la maison était abandonnée et en saisie, elle avait prétendument vu une annonce en ligne et voulait aider la famille. La réponse du procureur fut chirurgicale, présenter l'annonce. Elle ne le pouvait pas, car elle n'avait jamais existé. Étape 7, mise en examen formelle, 5 semaines. Camille Morel a été inculpée de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux. Mon père a été inculpé pour complicité de fraude. La discussion de groupe, que j'avais quittée, était en ébullition selon Théo qui m'a appelé en pleurant. Maman disait, c'est ridicule, Camille a fait une erreur. Camille disait, Léa détruit notre famille pour une maison. Papa disait, je risque des poursuites criminelles parce que ma fille est vindicative. Théo a fini par dire, on aurait peut-être dû demander si la maison était vraiment en saisie. Théo m'a envoyé les captures d'écran. Ils disent que tu es le monstre, m'a-t-il dit doucement.
Mais Léa, tu as acheté une maison à 2,8 millions et tu l'as payée entièrement. Tu as réussi tout ce temps et on t'a traité comme si tu étais un échec. Oui, ai-je simplement répondu. Je suis désolée, tellement désolée. Je veux bien croire que tu veuilles faire mieux, Théo, ai-je répondu prudemment, mais reste à voir si tu le feras vraiment. Étape 8, négociation de peine, 8 semaines. L'avocat de Camille a négocié. Un plaidoyer de culpabilité pour tentative d'escroquerie. 5 ans de mise à l'épreuve, 50 000 € d'amende, le remboursement des frais de justice et un casier judiciaire définitif. Pas de prison ferme. Les charges contre mon père ont été abandonnées en échange de son témoignage et de sa coopération. Il a dû reconnaître dans les documents officiels qu'il avait fourni 200 000 € sans vérifier le statut de la propriété. Son argent lui a été rendu, moins les frais d'avocat. Il a perdu 47 000 € dans l'histoire. Étape 9, conséquences professionnelles, 12 semaines. Camille travaillait comme conseillère en agence bancaire. Au passé. Son employeur l'a licenciée le jour où les charges ont été retenues. Une employée de banque condamnée pour fraude est inemployable dans le secteur financier. Elle suivait des cours pour devenir agent immobilier, mais sa condamnation rend l'obtention de la carte professionnelle impossible. Étape 10, retombées sociales, en cours. L'affaire est devenue publique. La presse locale s'en est emparée, elle tente de voler la villa de sa sœur à 2,8 millions d'euros. Mon père s'était vanté de cet « investissement familial » auprès de ses amis du club de golf avant que la fraude ne soit révélée. Il leur avait dit qu'ils achetaient un bien saisi pour une bouchée de pain. Maintenant, tout le monde savait qu'il avait essayé de profiter de la prétendue ruine de sa propre fille. Les invitations ont cessé. Ses partenaires de golf ont trouvé d'autres joueurs. Ma mère m'a envoyé un seul SMS, « Tu aurais pu régler ça en privé ». J'ai bloqué son numéro. Le registre fantôme m'a appris quelque chose sur la vengeance. La vengeance n'est pas de la rage, c'est de la patience transformée en stratégie. C'est laisser les gens se révéler complètement avant de révéler ce que l'on sait. Camille n'a pas seulement essayé d'acheter ma maison, elle a essayé de tirer profit de ce qu'elle croyait être mon échec. Elle l'a célébré. Elle a invité la famille à festoyer avec elle. Elle a transformé ma prétendue saisie en opportunité financière. Et mon père a viré 200 000 € en 90 secondes, non pas pour m'aider moi, mais pour aider Camille à capitaliser sur ma chute. La rapidité de ce virement m'a tout dit. Aucun appel pour prendre de mes nouvelles. Aucune question pour savoir si j'avais besoin d'aide. Juste une participation financière immédiate à ce qu'ils pensaient être ma ruine. C'est ce que le registre fantôme documentait, pas seulement les succès qu'ils ignoraient, mais le schéma sous-jacent. Ils avaient besoin que j'échoue pour que leur vie ordinaire ressemble à une réussite par comparaison. Quand j'ai remboursé mon prêt de 1,2 million par anticipation, il n'y a pas eu de fête parce que cela brisait leur récit. J'étais censée couler sous les dettes, pas prospérer. J'étais censée avoir besoin d'être sauvée, pas être totalement indépendante. La tentative de fraude de Camille n'était que la version la plus bruyante de ce qu'il faisait en silence depuis 6 ans, essayer de prendre ce qui m'appartenait en prétendant que cela les rendait généreux. 2 ans plus tard, la villa est toujours mon foyer. La terrasse où Camille s'imaginait boire des margaritas est l'endroit où je bois mon café au lever du soleil, en analysant des données satellites pour des projets de conservation marine. J'ai reçu une lettre de la Fondation nationale pour la protection des océans. Ils ont créé une bourse de recherche à mon nom, 100 000 € par an pour les jeunes chercheurs. Le communiqué de presse mentionne ma villa comme un modèle d'intégration entre espace de vie et station de recherche. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Je ne leur dis plus rien. Mon père m'a envoyé un mail, « Tu n'étais pas obligé de porter plainte. On est une famille. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai pensé à toutes les façons dont la famille est censée signifier un soutien inconditionnel, et comment, chez eux, cela ne s'appliquait que lorsqu'ils avaient besoin de clémence, jamais lorsqu'on leur demandait d'en donner. Robert Laurent de la banque m'envoie encore des nouvelles de temps en temps. Cette propriété était un excellent investissement, m'a-t-il écrit, à plus d'un titre. Théo m'appelle parfois. On se parle prudemment. Il suit une thérapie et remet les choses en question.
Il m'a demandé un jour, comment as-tu su qu'il fallait tout garder, tout documenter? Je ne savais pas, lui ai-je répondu. J'ai juste arrêté de croire à leur version de ma vie. Le registre fantôme est toujours dans un dossier sur mon bureau, 52 lignes de vols émotionnels qui n'ont laissé aucune trace physique, mais je ne l'ouvre plus. Je n'ai plus besoin de compter ce qui m'a été pris. Je suis trop occupé à documenter ce que j'ai construit. Le compte est clos. Le solde est à 0. Et je suis enfin, complètement et définitivement libre.